Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête littéraire sur les traces d'histoires un peu oubliées qui nous viennent d'il y a 5 siècles. On va parler d'un auteur assez énigmatique, un certain Alabas, qui vivait au XVIe siècle, et surtout de ses Macamates, des récits courts, très vifs, écrits en prose rimée. Pour faire ça, on s'appuie sur des recherches académiques assez récentes qui ont vraiment fouillé des manuscrits précieux pour nous en dire plus. Notre but, essayer de comprendre qui était cet Alabas, goûter un peu à ces histoires fascinantes et voir ce qu'elles nous apprennent sur la littérature et puis aussi sur la culture de son époque. C'est parti pour un voyage dans le temps et les mots. Alors pour commencer, plantons un peu le décor. Alabas, donc, une figure assez discrète du paysage littéraire du XVIe siècle. Ce qu'on connaît de lui, c'est un recueil, 26 Macamates. Et attention, on n'a que 2 manuscrits pour témoigner de ça. C'est dire si chaque page est un petit trésor. Oui, absolument. Et pour bien saisir de quoi on parle, peut-être rappeler vite fait ce qu'est d'une marquama. C'est une forme assez spéciale. Imaginez une histoire courte, en prose, mais travaillée comme un poème, avec des rimes, un rythme, on appelle ça le sage. Et en général, ça met en scène un héros, un personnage, souvent itinérant, très érudit, malin, parfois même un peu filou, hein, et ses aventures ou ses discours brillants sont racontés par un narrateur qui l'observe. C'est un mélange d'art du langage, d'humour, de critique sociale, parfois même d'enseignement. D'accord. Et justement, la redécouverte de ces textes d'Alabasia, ça a un côté un peu rocambolesque, non? Il y a ce manuscrit à Saint-Pétersbourg, d'accord? Mais c'est l'histoire du deuxième, celui de Vienne, qui est assez drôle. Au XIXe siècle, un grand catalogueur autrichien, Gustav Flügel, l'étudie et il l'attribue à, tenez-vous bien, un médecin chrétien du XIIe siècle. Il l'appelle même les Macamates chrétiennes. Quand même, c'est une sacrée erreur. Ah oui, une méprise assez spectaculaire. Surtout que quand on lit le texte, c'est clairement ancré dans la culture musulmane. Les références sont là. Flügel a dû être, je sais pas, peut-être trompé par l'état du manuscrit, l'ordre des pages, difficile à dire. Mais heureusement, le texte lui-même nous aide. Al-Abbas cite des auteurs. Par exemple, Al-Kawassas, mort vers 1591, ou Alice Farahini, mort en 1536. Donc là, pas de doute, on est bien au XVIe siècle. Après savoir qui était Al-Abbas exactement, bon, il y a une hypothèse assez solide, il pourrait s'agir de Abdorrahman al-Abbasi. C'était un juriste, un lettré d'origine égyptienne, mais qui a travaillé dans l'Empire ottoman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est connu pour avoir écrit un commentaire des Maqamat d'Al-Hariri. Al-Hariri, c'est le grand maître du genre. Ah, donc un spécialiste qui commente le maître et qui ensuite s'essaye lui-même au genre. Oui, ça se tient, ça fait sens. Exactement. Et ces 2 manuscrits, alors ils ont fait du chemin, hein. Aujourd'hui, l'un est à Saint-Pétersbourg, à l'Institut des manuscrits orientaux. Il a été acheté au début du 19e par un collectionneur français, Rousseau, à Alep. Et l'autre, il est à Vienne, à la Bibliothèque nationale autrichienne. C'est l'orientaliste Hammer Purstall qui l'a ramené de Constantinople, à peu près à la même époque. De vrais voyageurs, ces textes. C'est fou quand même. Et ce qui est passionnant, c'est l'étude matérielle de ces manuscrits, la codicologie. Ça nous donne des indices, un peu comme un détective. Prenez celui de Saint-Pétersbourg. On y trouve des détails parlants. La mention d'une monnaie ottomane de l'époque, la sadi, le thaler au lion, le nom d'un ancien propriétaire avec sa nisba, ce nom qui dit d'où il vient, qui le relie à Ünkar, près d'Istanbul, et même des petites habitudes d'écriture, des mots coupés bizarrement en fin de ligne, certaines erreurs qui semblent venir de la prononciation. Ça pourrait suggérer un copiste qui n'était peut-être pas arabophone de naissance. Ah oui, intéressant. Oui, et tous ces petits éléments mis bout à bout, ça dessine une image, une copie faite probablement dans l'Empire ottoman, peut-être au XVIIe siècle. C'est incroyable comme ces détails matériels nous ancrent dans un lieu, une époque. Et ça confirme aussi que les 2 manuscrits, même s'ils n'ont pas la même tête, viennent sans bout d'une même source, aujourd'hui perdue. Bon, alors maintenant qu'on a un peu situé l'auteur, les textes, plongeons dedans, pour voir un peu le style, les thèmes d'Al-Abbas. Les chercheurs ont regardé de près plusieurs makamates. On pourrait peut-être s'arrêter sur 2 exemples qui sont assez révélateurs. Oui, très bonne idée. Commençons par l'Amarkama juridique Al-Makama al-Sapriya. Racontez-nous un peu. L'histoire démarre la nuit. Toc 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 à la porte du narrateur. C'est un visiteur, l'air épuisé. Il se présente, Aboul Fadl. C'est le héros récurrent d'El Abbas. Et il explique qu'il est en fuite.
Pourquoi? Il vient de s'échapper d'une assemblée d'érudits. Il lui avait posé une énigme juridique hyper tordue. Il a réussi à la résoudre brillamment, tellement brillamment peut-être que ça a énervé tout le monde, jalousie, dépit. Bref, l'ambiance est devenue hostile et il a dû filer. Exactement. Et cette énigme, c'est vraiment le cœur de cette makama. C'est un casse-tête de fiqh, de droit islamique. C'est un cas très particulier. Une femme qui, à cause d'une série de contrats, de conditions, se retrouve légalement mariée à 2 hommes en même temps. Ah oui, quand même. Oui, un mariage public avec l'un et un mariage secret avec l'autre, mais ce deuxième mariage n'est valable qu'un jour et une nuit. C'est Ah. très technique. Ça joue sur les finesses du droit du mariage, du divorce, et surtout sur les différences entre les écoles juridiques, ici les écoles Hanafi et Shafi'i. D'accord. Et comment il démêle ça à Boulfadj? Alors sa solution est d'une grande subtilité. Et le clou du spectacle, c'est qu'il l'expose en vers. En vers? La classe? Oui, ça ajoute à la performance intellectuelle. Pour faire simple, sa solution repose sur l'idée qu'un divorce antérieur qui avait été validé par des témoins, même si c'était peut-être une simulation, rendait le premier mariage, le public, nul pile au moment où le deuxième, le secret et temporaire, devenait valide. Waouh! Une vraie acrobatie juridique et poétique? C'est ça, une belle démonstration d'érudition. Frappe. Parce que ça contraste pas mal avec le héros type des Makamat, non? Je pense au fameux Abu Zed d'Al-Hariri. Abu Zed, c'est le maître de la ruse, le baratineur de génie qui utilise son intelligence pour arnaquer les gens, souvent sans trop de morale. L'Aboul Fadl d'Al-Abbas ici, même s'il fuit une situation tendue, il apparaît d'abord comme un savant. Son intelligence résout des problèmes complexes. C'est peut-être déjà un signe que le genre évolue. C'est une excellente question. Et ça nous amène peut-être à la deuxième makama que vous vouliez aborder. Oui, allons-y. La makama égyptienne. Là, on change de thème, mais on reste dans un motif assez classique, celui du mariage frauduleux. C'est un truc qu'on retrouve ailleurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Le mariage frauduleux, c'est un thème qui circule. Al-Hariri lui-même s'en sert. Ah oui, mais comment? Chez Al-Hariri, dans la makama de Wassit, c'est son héros Abu Zed qui est l'arnaqueur. C'est lui qui monte un faux mariage, endort tout le monde avec une drogue et pique leurs affaires. Le héros est clairement du côté des escrocs. D'accord. Mais les études récentes pointent une autre comparaison, très intéressante, avec Ibn Daniel. Ibn Daniel, ça me dit quelque chose. C'était pas lui, le maître du théâtre d'ombre? Exactement, un personnage fascinant du XIIIe siècle égyptien, spécialiste du Khayyal al-Zil, le théâtre d'ombre. C'était un genre plus populaire, peut-être moins noble que la makama littéraire, mais les passerelles existaient. D'ailleurs, on appelait parfois ces pièces des makamat. Et le lien devient encore plus fort quand on apprend qu'Al-Abbas lui-même, dans l'introduction de son recueil, critique un certain Al-Mosilé. Al-Mosilé de Mossoul. Probablement Ibn Daniel, oui, qui est originaire de Mossoul. Al-Abbas lui reproche de ne pas avoir bien suivi le modèle d'Al-Hariri. Donc on voit qu'il y a une conscience des modèles, mais aussi des échanges, des influences, entre la littérature savante, l'adab, et des formes plus populaires comme le théâtre d'ombre. Fascinant. Alors revenons à Al-Abbas. Comment il traite ce mariage frauduleux dans sa makama égyptienne? Son héros, Aboul Fadl, arrive au Caire, sans un sou, comme souvent. Une entremetteuse l'aborde, elle lui fait miroiter un super mariage avec sa fille, une beauté incroyable, dit-elle. Aboul Fadl, il est méfiant, mais bon, l'idée est tentante. Il demande à la voir. On la lui montre, mais voilé. Il est séduit, hop, le mariage est conclu. Sauf, la nuit de noces arrive, le voile tombe, et là, catastrophe. C'est une femme âgée, laide. L'arnaque totale. La douche froide, Ouais. le piège classique de la tromperie sur la marchandise. Mais Aboul Fadl, il ne se démonte pas. Sa parade est géniale. Pour se sortir de là sans payer le mar, cette somme due à l'épouse si le mari annule ou divorce sans faute de sa part, eh bien, il simule l'impuissance sexuelle. Ah, la vieille ruse. Oui, ça lui permet de faire annuler le mariage pour tromperie de la part de la femme et de sa mère, et donc il n'a rien à payer. C'est malin, ça montre sa débrouillardise. Mais, et c'est là toute la différence avec l'Abu Zayd d'Al-Hariri ici, Aboul Fadl est la victime de l'arnaque au départ. Sa ruse à lui, elle est défensive. Elle sert à rétablir la justice pour lui-même, pas à voler les autres. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment intéressant, soulevé par l'expert Pavel Teptiuk, qui a bossé là-dessus. Son hypothèse, si j'ai bien compris, c'est qu'Al-Abbas aurait pris ce scénario, le héros victime d'un mariage frauduleux, non pas chez Al-Hariri, son modèle officiel, mais plutôt chez Ibn Daniel.
Apparemment, une pièce de théâtre d'ombre d'Ibn Daniel racontait une histoire similaire. Donc, Al-Abbas aurait repris un motif peut-être plus populaire, mais il l'aurait adapté. Il l'aurait mis dans le style raffiné de la Makama d'Al-Hariri, tout en faisant un choix moral différent pour son héros. Il garde la ruse, mais il la change de camp, en quelque sorte. C'est une lecture très séduisante, oui. Parce que ça suggère une évolution du genre makrama après les grands classiques. On aurait peut-être un glissement. Moins de célébration de la roublardise pure et dure, amorale, et plus de place pour des héros qui, ok, sont toujours malins et maîtres du langage, mais qui sont soit plus positifs, soit des victimes intelligentes qui renversent la situation. Ceci dit, les chercheurs soulèvent une petite question pratique assez amusante. Ah oui, laquelle? Comment ces héros, qu'on nous présente souvent comme fauchés au début de l'histoire, peuvent même envisager de payer le maris initial pour se marier? Ah ah, bonne question. Les textes se concentrent sur l'intrigue, la virtuosité verbale. Ils ne s'attardent pas toujours sur ces détails matériels, forcément. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée chez Alabas? C'est quoi le message principal? Déjà, moi, je trouve qu'il y a le frisson de la redécouverte. Voir comment le travail patient sur des vieux manuscrits peut faire revivre un auteur, une œuvre, c'est une super aventure intellectuelle, non? Absolument. C'est la magie de la recherche sur manuscrits. Et puis, ça nous rappelle que la littérature arabe, classique ou post-classique, c'est hyper riche, hyper complexe. C'est bien plus que les quelques grands noms qu'on connaît. Tout à fait d'accord. Et ces textes, ils ont une valeur qui va au-delà du plaisir de lire. Ce sont comme des fenêtres ouvertes sur la société de l'époque. La maqama juridique, elle nous donne un aperçu vivant des débats de droit, de la casuistique du fiqh au XVIe siècle. La maqama égyptienne, elle nous dit des choses sur les coutumes de mariage, les rôles sociaux et même les arnaques en ville. C'est concret. Et puis, il y a cette circulation super intéressante des histoires, des formes entre la maqama savante et le théâtre d'ombre, plus populaire. Ça montre un paysage culturel beaucoup plus vivant, plus connecté qu'on pourrait le croire. Oui, c'est moins cloisonné qu'on imagine. Et pour la personne qui nous écoute, qui est curieuse, ces histoires d'il y a 500 ans, elles ont une résonance, je trouve. L'intelligence des intrigues, l'humour, la beauté de la langue aussi, les questions morales ou sociales, tout ça, ça peut encore nous parler aujourd'hui. C'est une façon d'entrer dans l'effervescence intellectuelle, littéraire de l'Empire ottoman à un moment donné. Et de mieux comprendre une période, une culture qui sont parfois un peu méconnues. C'est enrichissant. Voilà, notre exploration des maqamat d'Al-Abbas touche à sa fin. C'était vraiment passionnant de partager ça, tout ce travail minutieux des chercheurs sur des sources chirales. Oui, c'était un plaisir. Et peut-être, pour finir, une petite pensée emportée, on a vu qu'à la base semble choisir un héros. Aboul Fadl, qui est rusé, oui, mais quand même plus, disons, moralement acceptable que l'Abou Zaïd de son grand modèle Al-Hariri. Et ça pose une question assez universelle, non? Jusqu'à quel point les écrivains, même quand ils s'inscrivent dans un genre bien établi, avec ses codes, ses traditions, jusqu'à quel point ils adaptent ces règles? Est-ce que c'est juste pour être original, ou est-ce que c'est aussi pour mieux coller aux valeurs, aux sensibilités de leur propre époque, voire pour les influencer un peu? Cette tension entre l'héritage qu'on revendique et l'adaptation qu'on opère, entre la tradition et l'innovation, c'est peut-être ça au fond un des moteurs de toute littérature. Voilà une petite piste pour réfléchir. Une très belle piste pour conclure. Merci beaucoup.